Salut les amis, bienvenue dans le salon de la First Team Sport. Vous savez, cette chaîne YouTube si fantastique, en tout cas que l'on aime tant, et j'espère que vous la plébiscitez aussi. On va parler un petit peu d'ailleurs de sport automobile, mais on va surtout parler de Formule 1. Comme chaque mercredi après chaque Grand Prix, c'est l'heure des pistonnés qui sont aussi bien évidemment chaque mercredi de grands enfants. Un petit coucou à Romain, notre nouveau community manager, qui fait un super boulot, qui vous a fait vivre un Grand Prix du Canada de rêve. Bravo l'artiste en tout cas, merci beaucoup. Maestro, à ce sujet, n'oubliez pas qu'il y a une petite émission hors série qui a été tournée la semaine dernière, qui a été diffusée mercredi dernier. Une vidéo hommage bien sûr sur Niki Lauda. Une fois que vous avez terminé cette émission, si vous avez passé du bon temps, n'hésitez pas à passer, en tout cas à tourner une page d'histoire avec bien sûr cette émission hommage aux pilotes autrichiens. Énormément de choses à dire dans ce week-end canadien et on va tout de suite en découdre avec notamment l'homme qui va quitter la France et sa Coupe du Monde féminine pour rejoindre le Brésil et suivre la Copa América, monsieur Hamza Ramani. Salut Hamza. Bon dire. Alors, juste une précision, je vais aussi voir Jair Bolsonaro pour essayer de conserver Interlagos au calendrier une dizaine d'années supplémentaires. Voilà. Il va te recevoir, tiens. Ouais, t'inquiète pas. Il va te recevoir. T'en fais pas. Ça peut marcher. On attend des vidéos en tout cas de ta rencontre avec Bolsonaro. Lui aussi, il est en train de préparer quelque peu ses valises car il sera l'une des attractions du Grand Prix de France au Castellet d'ici une dizaine de jours. Pierrot Valette, alias Despiello F1 est aussi avec nous. Salut Manu, salut Brice, salut Hamza. Bah écoute, oui, je serai au Castellet pour le Grand Prix de France avec joie, surtout pour tester les nouvelles dispositions qui ont été prises pour fluidifier le trafic ou en tout cas accéder au circuit. Parce que l'année dernière, c'était pas top, mais cette année, on espère que ce sera top. Et on en parlera nous du Grand Prix de France la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, c'est la surprise. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est toujours un peu mieux. Enfin, mon troisième, comme un célèbre candidat de question pour un champion, mon troisième a fait de Charles Leclerc sa mer Noire à lui quelque part. Et pourrait peut-être bientôt remporter son premier point au prono. Le vice-champion de France de karting, Brice Germain, est également des nôtres. Salut les amis, bonjour à tous. Écoutez, j'ai pas une bonne nouvelle. Je sors de chez l'ophtalmo. Et il m'a dit que je ne pourrais jamais être commissaire de Formule 1 parce que j'ai une très bonne vue. Merde, pas mal. On va pouvoir en parler. Petit tour de table parce que l'émission s'appelle Les Pistonnés, ça ne vous aura pas échappé. Et en F1, contrairement aux autres sports, on peut payer pour faire partie du gratin. Quel est le pilote payant, le pistonné qui vous a le plus marqué, vous, dans l'histoire de la Formule 1 ? Allez, Vitaly Petrov. Bravo, pas mal. Vitaly Petrov, pourquoi ? Parce que après le scandale de Renault en 2008, Renault perd beaucoup de ses sponsors et à ce moment-là fait venir le premier qui paye et le premier qui paye bien. Petrov arrive avec Lada comme sponsor. Donc on se demande ce qui s'est passé chez Renault après. Quand même, tu mets une marque de bagnole sur ta bagnole. Et Lada appartient à Renault aussi. Ah oui, d'accord, ok, tant pour moi alors. Je n'avais pas cette information. Je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Je n'avais pas cette information en tête. Mais et il se fait dépouiller correctement par Kubica. On connaît le niveau actuel de Kubica. Et par après, je crois. Il se prend un 138-27 en termes de points. Magnifique. Et en plus de ça, cette année-là, il enlève le titre à Alonso. Donc tu vas l'adorer. C'est vrai. Tu vas l'adorer. Vraiment. Alonso n'a pas fait le nécessaire, mais c'est vrai. Petrov, grain dérogador. Petrov pour Brice. Julian Palmer pour moi, un grand monsieur de la Formule 1. Que des mecs de chez Renault, j'ai l'impression. Oui, non mais Julian Palmer, être alerte sur un circuit en ville comme d'habitude, et puis forcément le papa comment il s'appelait déjà, Will, Lawrence Palmer. Lawrence, la famille Palmer est une grande famille de pistonnés, et puis voilà. Puis aujourd'hui maintenant il est consultant, il fait des analyses sur la F1, un métier qu'il connaît mais qu'il ne pratique pas bien malheureusement. Donc, bon. À l'inverse de Di Resta. Quelqu'un le reporting est moins bien. Selon Raikkonen, Di Resta devrait rester dans sa cabine de commentateur. C'est reporting staff. L'imitateur. Oui. Hamza, ton pistonné. Moi, c'est un garçon qu'on connaît, je pense, assez bien. C'est Lance Stroll. Forcément, parce que non mais l'histoire, c'est juste fini. C'est juste l'histoire, messieurs. Papa achète une écurie pour placer son fils. On peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Si, Lauda il rachète une écurie pour se placer lui-même. Bon. Mais il a aussi acheté une émission qui s'appelle Les Pistonnés, qui va tout de suite démarrer. On salue forcément et on remercie Lawrence Stroll, le papa de Lance. Et d'ailleurs, c'était le Grand Prix national de notre ami Lance Stroll. Alors on commence tout de suite le débrief de ce Grand Prix du Canada. Le Grand
Grand Prix du Canada et ses 4 enseignements. Vous en avez pris l'habitude maintenant désormais. Premier enseignement, le sursaut bien sûr de Ferrari. Bottas en difficulté. Renault enfin à la hauteur grâce à son moteur. Et puis pour le 4e, on a eu du mal à se mettre d'accord. Du coup, on est parti sur 3 coups de cœur différents de la part de nos pistonnés sans attendre un peu plus, sans plus attendre si vous préférez. Ferrari à la relance qui tient peut-être enfin son week-end référence. Ça va être à vous de nous le dire avec quelques petites statistiques qu'on va regarder pour introduire ce sujet. Mattia Binotto qui nous disait on a été les plus rapides. Vettel qui n'avait plus été en pôle depuis le Grand Prix d'Allemagne la saison dernière. Et surtout 2 voitures sur le podium. Eh bien ce n'était plus arrivé depuis 10 Grands Prix. Votre avis sur le week-end de Ferrari ? Un bon week-end, mais on s'y attendait un petit peu parce que le Canada est un peu similaire, on va dire, en termes de circuit par rapport à Bahreïn. Et on avait vu les Ferrari assez performantes à Bahreïn. C'est un circuit moteur, le Canada. Et ça a été effectivement une bonne chose. Ils étaient relativement rapides. Vettel fait une très belle pole en conservant l'avantage de pas grand-chose face à Lewis Hamilton. Les 2 voitures s'équilibraient suffisamment. La Ferrari reprenait beaucoup dans le 3e secteur avec la grande ligne droite, mais la Mercedes était plus rapide dans les secteurs 1 et 2. Donc 2 voitures plutôt égales et finalement c'est Vettel qui prend la pole. Et franchement, j'ai été très très heureux que Vettel prenne enfin cette pole position depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018, qui a été un tournant de la saison 2018 du championnat. Exactement, c'était le début de la fin pour Vettel et c'est vrai que coller 2 dixièmes à Lewis Hamilton, c'est quand même impressionnant. Il a collé aussi et surtout 6 dixièmes à son coéquipier Charles Leclerc. Je pense qu'il va falloir en parler parce que Charles Leclerc, depuis le début de saison, on le loue. On va le louer forcément parce qu'il fait des prestations intéressantes. On va forcément se souvenir de Bahreïn. Mais en qualif, Leclerc, il n'est pas aussi performant que ça par rapport à son coéquipier Sébastien Vettel. Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais La merde. Après, il fait une erreur en qualif à Monaco, il fait une erreur en qualif au Canada, au bout d'un moment, il paye, c'est normal. Non, moi je trouve que le sursaut est beau, mais le sursaut n'est pas tant au niveau de la performance voiture pour moi que le niveau mental des 2 pilotes Ferrari et du clan Ferrari en soi, parce qu'on savait que la Ferrari allait être performante au Canada. Et je trouve qu'ils ont été beaucoup plus sereins sur ce week-end dans la manière de gérer les choses. Leclerc a visiblement accepté un statut de numéro 2. Ça y est. Parce que quand on voit ses déclarations à la radio, ses déclarations en fin de Grand Prix, quand il est déçu pour Sébastien, il est absolument pas vénère qu'on lui dise pas que Vettel a 5 secondes de pénalité. Ce qui est assez incroyable quand même. Ouais, il est pas vénère de ça, alors qu'en fait il aurait pu remonter quoi. Donc je trouve que déjà sur ce point de vue-là, et on en avait parlé longuement dans d'autres émissions où Leclerc-Vettel ça allait friter, ça semble s'apaiser. Et du coup, c'est de bon augure pour la suite, sachant que Ferrari va amener des évolutions dans les 4 Grands Prix qui arrivent. Il y a 4 nouvelles évolutions qui arrivent. Après, tu n'as pas besoin d'être numéro 2 pour être triste pour ton coéquipier, je pense. Regarde Grosjean Magnussen en qualif. Regardez cette petite déclaration de Lewis Hamilton. Vous parliez tout à l'heure d'un gain moteur. Ils étaient tout simplement plus rapides, particulièrement dans le dernier secteur. Ils nous ont tués. Ils avaient le mode fait, il l'a dit avec le sourire, bien sûr, Lewis Hamilton. C'était après une fuite hydraulique, après forcément les qualifications. Est-ce que ça peut pas donner du baume au cœur justement à cette écurie Ferrari pour la suite de cette saison ? Baume au cœur, je sais pas. Honnêtement, moi j'ai peur en fait que le Canada ce soit un peu comme Bahreïn, que ce soit un one-off entre guillemets dans la saison, parce que là après c'est le Grand Prix de France, donc bon normalement Ferrari devrait être pas trop mauvaise avec cette énorme ligne droite du Mistral. Ça devrait quand même un peu avantager les Ferrari, mais après tout le 3e secteur c'est des virages, des freinages en appui, etc. Donc il faut avoir une bonne voiture bien équilibrée. Moi j'ai un peu peur pour Ferrari sur la suite de la saison. Ils seront bons à Monza. On espère qu'une petite victoire, pourquoi pas pour les tifosi, mais j'ai un peu peur. Honnêtement, j'ai mis quand même quelques réserves et faut que les améliorations marchent. Si elles marchent pas, disons que c'est bien que cette victoire arrive avant que les améliorations se mettent en place, parce que place. Oui, j'ai eu cette victoire. On en parler. Non, mais c'est ça aussi le problème, c'est que finalement Ferrari, c'est le sursaut, mais tu le disais mentalement, enfin ça est en train de se livrer, sauf que non, vous avez fait 2e, sauf que oui sur la piste vous êtes entre guillemets un peu meilleur, mais vous êtes 2e quoi, donc vous n'avez pas transformé jusqu'au bout l'essai. On passe au 2e enseignement, les amis. Je crois qu'on a fait le tour pour Ferrari. C'est peut-être pas Ferrari qui va rajouter du suspense du coup dans cette saison 2019. On espérait que ça vienne bien sûr de la part de Valtteri Bottas, sauf que week-end c'est une bouse catastrophique. Pas catastrophique, mais vraiment pas bon. En tout cas pour le pilote finlandais, double erreur en Q3 et notamment un beau tête à queue, 6e temps des qualifs. Et puis derrière, il a été véritablement bloqué, et par les Renault et par les Red Bull. Et ça termine sur une P4 à près de 40 secondes des 3 leaders, qui se tenaient un peu dans un mouchoir de Paul.
poche. Valtteri Bottas, est-ce qu'il est inquiétant ? Ah oui. Ce qui est inquiétant, moi, je trouve, c'est de ne pas réussir à passer Daniel Ricciardo sur une longue ligne droite. Alors, je ne sais pas si c'est plus inquiétant pour Valtteri Bottas ou pour Mercedes, mais Pour Valtteri Bottas, il y a un signal d'alarme, je pense, qui peut être tiré par rapport à ce début de course, par rapport à Daniel Ricciardo. En fait, tu le vois pas attaquer, tu le vois pas mordre la Mais il piste. s'est pas attaqué, c'est pas un attaquant, c'est une bouse. Non, mais c'est c'est un pilote qui est rapide, t'es sûr. C'est un pilote qui est rapide, mais non, mais je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Niki Lauda, vous allez voir l'émission spéciale si vous voulez l'imitation. Mais là, non. Non, enfin, il mord pas la gomme, quoi. Il mord pas le goudron, il y va pas. Et pourtant, c'est dommage, c'est un pilote qui est quand même très rapide et qui, s'il veut, peut vraiment faire des très beaux tours un pilotage propre. C'est le Formula One Driver Championship, c'est pas le Formula One Tour Chrono Championship, non. Je suis d'accord, mon petit Pierrot. Il n'empêche que, enfin voilà, faut pas non plus lui jeter trop la pierre. Cela dit, c'est vrai que être bloqué derrière la Renault, on attendait quand même mieux d'un mec qui pilote pour l'écurie championne du monde, quoi. Oui. Peut-être après. Attends, surtout que la Mercedes, enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient fait 6 doublés, 6, c'est ça 5 doublés, je crois. 5 ou 6 doublés. Arrête, 5 doublés, à un moment donné, ça me fait trop mal. Il va falloir faire quelque chose, quoi. Mais là, derrière, je me dis que c'est inquiétant pour Bottas, alors qu'on on faisait les louanges de Bottas il y a quelques émissions, et encore même là, sur la dernière. C'est ça qui me rend ouf. Alors je me dis, j'espère honnêtement que c'est juste un creux, qu'il est dans le creux de la vague sur le Canada, peut-être en France, et après que ça va remonter, parce que la saison est longue. Il y aura forcément pour Hamilton, pour Vettel, pour Leclerc, pour tout le monde, il y aura des moments hauts et des moments très bas. Et il va y avoir, et j'espère que c'est juste un moment très bas pour Bottas qui va savoir se relever, se remobiliser pour aller chercher une victoire, pourquoi pas au Castellet. Après, c'est pas pour défendre l'indéfendable, mais Mercedes est une voiture qui est tellement pointilleuse en termes d'aéro que dès qu'elle est dans un trafic, tout est perturbé. Et On l'a vu sur ses pneus derrière Ricciardo Ouais. notamment. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est une voiture, elle est sur des rails, la Mercedes. Enfin, elle est d'une facilité et d'une souplesse de conduite qui est exceptionnelle. Et quand tout ça est perturbé aérodynamiquement, ça devient plus compliqué et ces pilotes ne sont pas habitués à se battre avec la voiture. Ce qui a été le cas pour Bottas quand il a voulu dépasser Ricciardo. Et du coup, ça lui a fait perdre un temps monstrueux. Après, le problème aussi, c'est que même en ayant passé Ricciardo, il revient pas et il se fait quand même larguer en rythme. Donc, il a quand même des absences qui sont significatives, qui peuvent aller sur des week-ends entiers. Et c'est vrai que si on compte sur lui pour faire la lutte avec Hamilton, on peut pas avoir un pilote qui a des absences aussi grandes. J'allais vous relancer là-dessus. Désolé, je vous demandais de sortir vos boules de cristal. Je sais que vous êtes des experts et pas des devins, mais quelque part, est-ce qu'on peut pas être véritablement inquiet quand on voit ces petites faiblesses, fragilités comme ça mentales, notamment ce qu'on a vu lors des qualifications, quand on se dit que ce garçon-là est amené à peut-être jouer le titre à côté d'un Hamilton. De toute façon, le titre, tout se jouera selon les performances de Lewis Hamilton. Tu parlais tout à l'heure de la gestion des temps faibles. On verra comment Hamilton gérera ses temps faibles. La saison dernière, Hamilton, il a parfaitement géré ses temps faibles. Ouais. À un moment où il n'avait pas la meilleure voiture, il a cartonné, il a pris les points et au final, il a été champion du monde. On verra si cette saison, il repart sur les mêmes bases, voilà, s'il réussira à gérer ses temps faibles. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, il faut un Valtteri Bottas quasiment irréprochable sur 21 courses pour pourquoi pas éventuellement aller espérer chercher le titre. Hamilton, il peut être à 70% sur 21 courses et champion du monde. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Là, Bottas, faut qu'il soit à 200%. Et il faut que dans les moments de faiblesse face à Ricciardo, faut qu'il ait le mordant et qu'il se sorte les doigts du fion. Excusez-moi de l'expression, mais il faut qu'il sorte les doigts. Il est encore vulgaire. Ah, mais là, je suis désolé, mais il faut qu'il sorte les doigts pour aller faire les freins à Ricciardo. Parce que Ricciardo, faire les freins avec une bouse, il peut le faire. Encore une fois, une bouse. Ce mot est décidément à la mode chez les pistonnés. Je ne sais pas à combien de pourcents ils sont depuis le début de cette saison, mais en tout cas, ils sont un peu plus dans le vert là, depuis ce week-end du côté du Canada. C'est Renault, bien sûr, meilleure qualification depuis 2010, depuis bien sûr la performance de Robert Kubica au Grand Prix du Japon. Une 6e place pour Daniel Ricciardo qui a été un peu le détonateur dans la course des autres. Et puis Nico Hülkenberg aussi également à nouveau présent en Q3. Je crois que c'était la 2e fois cette saison et qui termine avec une 7e place. Renault peut dire merci à son moteur. Bah ouais, pour une fois. Hein, c'est-à-dire qu'on les taillait, enfin nous, pas forcément, mais tout le monde les taillait sur leur moteur, la fiabilité de leur moteur et tout. Toi, tu les taillais ? Oui, bien sûr. Ah oui, c'était mérité. Assume de ouf direct. Ouais, non, mais en fait, moi, je trouve ça incroyable et je comprends pas comment ils ont fait pour redresser la barre d'un moteur qui était à Bahreïn en perdition totale. Et un mois et demi plus tard, le rendre performant pour faire une 4e place sur un circuit typique de moteur. C'est incroyable.
je vois pas ce qu'ils ont fait à Il y a Viry-Châtillon. aussi le tour de Daniel Ricciardo qui est Ouais, qui est fabuleux. incroyable. Le Extraordinaire. P4 en qualif. Mais là, il vient Waouh de nulle part. Enfin Nulle part. Et Enfin, ils font un vrai pilote dans leur écurie, quoi. Et Abitbull derrière qui fait c'est pas mal. Eh, mec, Non, mais je pense qu'Abitbull, il était en tension comme ça. Il se dit, ah, c'est pas mal. mec, t'es P4, t'es devant les Red Bull. C'est le truc qui pouvait te faire le plus jouir au monde, frère. Mais c'est exactement ce qu'on attend d'un Daniel Ricciardo. C'est au moment où il y a des défaillances des top pilotes. On a vu Valtteri Bottas et Max Verstappen. Eh ben, Ricciardo, il a répondu présent et c'est parfait pour Renault. Et c'est, je pense, sur plusieurs saisons, sur cette saison 2019, la prochaine saison 2020, parce que ça va être compliqué pour quand même aller chercher le titre. On compte sur un Daniel Ricciardo à ce niveau-là, à ce niveau de performance, pour aller chercher, pourquoi pas, des podiums. Et c'est avec un Daniel Ricciardo pareil qu'on va y arriver. Et puis Pour reprendre une petite expression de la NBA, je crois qu'on dit qu'il a été clutch. Ah. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On va demander à notre producteur. C'est ça. Voilà, ils disent oui. Et il a été, effectivement, il a été décisif et c'est ça qu'il faut retenir, que ce soit d'ailleurs en qualif ou en course. Les défenses. Alors, on peut parler de la défense de Ricciardo sur Bottas qui, pour beaucoup, a été limite. Pour moi, c'est ce qu'on appelle faire la course. Et Bottas, il ne sait pas se sortir, encore une fois, les doigts pour pouvoir faire une attaque propre. Il a été obligé de lever le pied parce qu'il ne sait pas faire une attaque. Donc bon. Et puis les Renault depuis le début de saison sont très fortes enfin très fortes. Pas mal en qualif. Ah mais je mesure parce que elles sont pas mal en qualif, mais on les a vues quand même s'effondrer en course et disparaître au fur et à mesure de la course. Là, elles se font dépasser par deux mecs. Verstappen avec une stratégie qui était la bonne ce week-end, à savoir hard medium, et Bottas normal quoi. Merde, il a une bagnole championne du monde. Donc les Renault sont à leur place, elles ne sont pas disparues en course, elles font 6 et 7. Et en plus de ça, je trouve qu'ils ont été très intelligents en tant que team. C'est que quand Hülkenberg revenait sur Ricciardo en fin de course, il y a eu une consigne qui est passée. On fige. Exactement. Et ça, c'est pas beau pour le sport, je suis d'accord. Mais quand tu as 12 points, et que tu as 18, pardon, et que tu as la possibilité d'en prendre 14 sur un week-end, les gars, arrêtez tout. On rallie le drapeau à damier, on croit qu'on a 14 points. Parce que Hamza nous disait il y a 2 semaines que Renault était 9e et que c'était au fond du trou. Résultat, ils sont à 5e. On verra s'ils arrivent à confirmer sur toute la saison. Juste une dernière chose, à saluer aussi côté Renault. On a laissé Nico Hülkenberg faire 16 tours avec les super tendres, avec les tendres du coup. Et ça a très bien marché, exactement, avec les softs. C'est comme ça qu'il arrive à sauter Gasly, parce que Gasly a tenté l'undercut a forcé de faire l'undercut à Ricciardo. Du coup, Hülkenberg s'est dit il a vu que Gasly et Ricciardo sont ressortis un peu dans le trafic et on lui a demandé de pousser encore plus loin ses softs. Il a fait très très bien le travail et du coup, il a réussi à sauter notamment Gasly grâce à ça. Puis après, évidemment, on a Verstappen et Bottas qui ont passé les Renault, mais ça, c'est normal. Quatrième enseignement, les amis, on a eu du mal à se mettre d'accord. Ça a été le débat tout au long de ce lundi férié, en tout cas hier. Férié d'ailleurs, pas pour tout le monde. Ouais. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, du coup, on a fait une petite séquence, nouvelle séquence, c'est un peu votre coup de cœur de cette course. On va sortir un petit peu des principaux belligérants de ce Grand Prix du Canada. Jean-Louis, si tu nous regardes, on t'embrasse fort. Jean-Louis Moncey, bien sûr. Les coups de cœur, et je voulais qu'on commence avec toi, mon cher Brice. Vous voyez les trois coups de cœur, Lance Stroll, Kevin Magnussen et bien sûr George Russell. On commence avec toi, Brice, avec forcément le Canadien, le Québécois de la bande. Oui, il faut rendre à Lens ce qui appartient à Lawrence. Hein. C'est une très belle course de Lance Stroll. Je pense, clair. en fait, ce qui m'a marqué chez Lance Stroll et pourquoi c'est mon coup de cœur ce week-end, c'est parce que pour une fois, j'ai vu de la passion chez ce garçon. C'est-à-dire que je l'ai vu sourire. Panache, je dirais, pas de la passion. Panache. Non mais je l'ai vu pas sourire. la même chose. Garçon, t'es dans une Formule 1. Il y a tellement de millions de gamins qui aimeraient être à ta place. Toi, tu y es, tu fais la gueule. Et là, ce week-end, quand il fait P9 et qu'on l'entend hurler à la radio, ça fait du bien de voir qu'enfin il est content d'être là, quoi. Je sais pas si c'est l'air du Québec ou le fait de manger de la poutine, mais merde, on est content. Il est content d'être là, ça fait du bien. Derrière aussi, une super stratégie, la même que Verstappen, en fait, hard medium, ce qui l'a aidé à remonter. Et ça n'a pas été que de la stratégie. Il a quand même fait un super dépassement sur Carlos Sainz, si je dis pas de bêtises, en fin de course. Donc non, partir 17e et finir 9e sur une course comme ça, de longue, éreintante, de moteur comme ça, bien, bravo. Et on l'a tellement taillé qu'il méritait quand même d'être mis en avant quand il fait des trucs bien. Alors Hamza a choisi Kevin Magnussen, pas forcément pour le coup de volant cette semaine. Non, c'est plutôt pour même pour Steiner finalement, qu'il a taillé à la radio, parce que je trouve assez culotté de la part de Kevin Magnussen qui détruit sa monoplace le samedi en qualification, derrière de venir se plaindre du comportement de la voiture le lendemain. Enfin mec, t'as détruit ta voiture, débrouille-toi quoi. Les mecs, t'as des mecs dans les garages, ils ont passé des heures et des heures toute la nuit à réparer sa bêtise.
Et au final, le mec, il est pas reconnaissant et il déglingue un peu tout le monde C'est là que à tu la vois radio, c'est dommage. C'est là que tu vois le décalage entre la F1 moderne et la F1 des années d'avant, où les mecs, ils restaient dans leur garage avec leurs ingés, ils bossaient sur la mise au point de la bagnole. On parle des derniers Kiloda, tu vois, enfin jamais, en fait, il aurait dit un truc comme ça. Lui, en fait, ce serait lui qui serait allé voir la Magnussen, il sait voiture, parce quoi. que c'est une clé à molette, hein, donc à partir de Magnussen, là. il connaît la clé de la chambre d'hôtel, par contre. Je ne Il la sais pas si vous vous rendez compte de sa phrase, c'est la pire expérience de ma vie Ouais. en voiture Ah, de course. à ce moment-là, Quand t'es ingénieur, non mais quand t'es ingénieur, que t'as taffé toute la nuit sur ta monoplace et que t'entends ça fait mal. Et derrière, quand Steiner le recadre, après à signaler, Magnussen s'est excusé en fin de course. Ouais. Oui. Voilà, polémique tout de suite arrêtée, mais bon. Et si vous voulez revoir, dommage. si vous voulez revoir cette séquence, vous l'avez entreaperçu, c'est Secteur F1 qui nous l'a traduite. C'était vraiment de toute beauté. George Russell, choix un peu George plus Russell. étonnant. Ouais. C'est pas forcément d'ailleurs son meilleur résultat en course. je Non, crois, en mais, carrière. Mais pourquoi George Russell? Depuis, on arrive au premier tiers de la saison déjà, mon cher Manu. Et effectivement, George Russell, pour moi, c'est. Alors, je vais pas dire c'est mon coup de cœur du début de saison, mais en tout cas, pour l'instant, avec une Williams, il arrive à quand même bien se débrouiller. Alors, Kubica, il a ce qu'il a avec son handicap, on va dire, sur sa main, mais George Russell progresse bien, très bien, comme Lando Norris d'ailleurs. Mais George Russell, là, depuis quelques courses, ça y est, il arrive à faire des petits résultats quand même pas mal. À Monaco, je crois qu'il fait P15, il me 15, semble, ouais, ce qui est 15. pas rien, surtout à Monaco, avec une voiture qui est compliquée à conduire. Et puis pareil, ici, il fait donc P16 devant Magnussen et Robert Kubica. Il a fait une belle course. Alors certes, on l'a pas beaucoup vu à la télé, mais dans l'ensemble, je trouve que George Russell, voilà, ça y est, il commence à mettre les chevaux. Il a bien appris le métier de pilote de Formule 1 et on va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Mais je suis vraiment content des perfs de George Russell jusqu'à présent. Et ce qui est important de voir, surtout sur les premières années pour les rookies, c'est de voir une progression plus que des résultats en soi. Donc non, très très content de George Et en Russell. soi, il termine toutes les courses. C'est ça. C'est Il aussi fait le cas peu de Robert d'erreurs, Kubica. C'est voire plutôt propre. quasi C'est en pas fait d'erreurs. donc, cette saison 2019 pour lui, c'est des F1 testing sur toute la saison. Ça. Ouais, mais enfin, il a pas de pression en même temps avec la voiture qu'il a, hein, j'ai envie de te dire. Non, bien sûr, mais justement, il fait de la progression et c'est ça qui est important. Ouais. Donc, Mais quand t'as pas de pression, c'est quand même un peu plus simple de monter et de prendre tes marques. bien sûr. De toute façon, on lui demande de finir 19ème. C'est la seule chose qu'on lui demande. Hein. Il y a plus dur dans la vie, Ouais. les amis. Regardez, tiens, d'ailleurs, le classement, forcément, George Russell n'y apparaîtra pas, tout comme son coéquipier Robert Kubica. Mais on a, bien sûr, Lewis Hamilton, toujours en tête, avec un plus 29 sur, bien sûr, Valtteri Bottas, plus 62 aussi également sur Sébastien Vettel. À noter que Sainz, le premier des autres, est désormais talonné de près, bien sûr, par Daniel Ricciardo. 2 points d'avance, bien sûr, sur le pilote australien, avec Bell aussi également cette lutte, bien sûr, à la 6e place. Attends. Non, 4ème. Non, Ah oui, sixième pilote, ouais, oui, oui, sixième Deuxième pilote. place. On Bah, va y c'est la arriver. seule qui va être intéressante. C'est la seule qui va être intéressante à peu près normalement. En tout cas, cette saison, les amis, très rapidement, parce qu'on est comme d'habitude à la bourre, les pronostics. On regarde quand même ce qui s'est passé par rapport à ce que vous m'aviez annoncé la Oh semaine bah dernière. super. On avait déjà Pierrot qui nous avait annoncé victoire de... Attends, tu nous avais dit Vettel. Hein. Vettel, je crois, oui. Vettel, on lui a mis un demi-point. C'est une blague. Vous allez comprendre pourquoi. Bah, tout t'as- à l'heure. Pardon, Mais vainqueur c'est une moral, blague. monsieur. T'as pris un- Vainqueur T'as moral. pris un demi-point pour Verstappen la semaine Hamza, dernière. Hamza nous avait dit Lewis Hamilton. Bah forcément, tu prends ton point. Brice Germain nous avait dit la mer Noire, à savoir chez les pistonnés, bien évidemment, monsieur Charles Leclerc. Malheureusement, Brice ne Allez. gagne pas de points. Mais c'est le moment de Je se me refaire. C'est le moment de se refaire, les amis, avec les pronos du Grand Prix de France, bien sûr. Le Grand Prix Rageux, qui aura lieu au Castellet. Peut-être qu'il commencera à vous départager ou à donner peut-être une première tendance. Vos pronos, on va commencer. Tiens, Brice, t'as jamais commencé, je crois, dans Non. les pronos. Allez, on va commencer par toi. Romain Grosjean. Non, je Non. déconne. Lewis Hamilton. Et est-ce que tu veux un autre Moi, truc alors particulier attends, moi j'avais dit un truc, je vous mettais un bonus si les Si, deux Français sont dans les points. Ok. Les bonus. deux Français. Bon, Grosjean et Allez, Gasly. je vous donne un 3 points, Ah, ça, pas le un point, 5 points, un 3 Ouais, points. 3 points. Ok. Gasly dans les points, Grosjean pas dans les points. Donc tu prends pas le bonus. Attends, juste, Ah non, mais non, bonus, c'est rien. Non, monsieur. juste une question. Si les deux Français, Ouais, mais si on d'accord. dit que les deux Français terminent dans les points, Oh là ils là. ne terminent pas dans les points, on Il n'y aura pas de malus. je le Ah dis, bah, autant le dire. Bah oui. Rien. Bon, si, alors il y aura un malus. Bah, il faut. Moins 1. Il y aura un malus. Non, moi je le tente pas alors. C'est un 3 points. Hamilton vainqueur. Hamilton vainqueur. Ouais. Moi, Charles Leclerc vainqueur et je mettrai les deux Français dans les points. Si ça arrive, je t'étripe. Sébastien Vettel, vainqueur. Sébastien Vettel, vainqueur. Et les deux Français qui terminent dans les points. Ouh, eh ben il y a du Allez. bonus, les amis. Vous savez que moi j'aime les gens qui prennent des risques.
Donc si Les jamais boosts. ce n'est pas le cas, le malus sera polissé, ne vous inquiétez pas. Ah, s'occupera de vous. ça fait plaisir. Allez, fin de ces enseignements, fin du débrief bien sûr de ce Grand Prix du Canada. Il s'est passé quelque chose au 48e tour de ce Grand Prix et notre ami Pierrot va tout nous expliquer tout de suite dans le décryptage. Bon. Et oui, on a un peu bousculé le programme. On va faire le décryptage avant le débat parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé lors du 48e tour de ce Grand Prix du Canada. Alors, vous avez tous vu les images, vous, chez vous, pendant la course. Mais Pierrot, va nous faire un décryptage image par image en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer dans le cockpit, bien sûr, de la Ferrari de Sébastien Vettel. Absolument. Je vais essayer de faire ça le plus factuellement possible en fait parce que effectivement il y a eu beaucoup de choses et on va en débattre juste après évidemment. Je vais vous faire image par image ce qui s'est passé dans la voiture de Sébastien Vettel en essayant de comprendre le pourquoi du comment. Sur la première image, donc, on a Sébastien Vettel qui arrive au virage 3 et qui est déjà en correction d'un survirage. Il perd l'arrière tout simplement. Le volant est donc tourné à gauche pour corriger, pour éviter de partir en tête à queue. Sur la deuxième image, il fait donc une correction et il revient pour essayer de prendre le virage 4. Donc il essaie quand même de prendre ce virage-là. Sur la troisième image, finalement, il glisse et il en est un petit peu trop à l'extérieur. Du coup, il décide de couper pour éviter un potentiel coup de raquette, comme on appelle ça, donc d'envoyer trop de masse sur l'arrière de la voiture et puis que ça reparte dans l'autre sens. Donc il monte sur le vibreur, passe dans l'herbe, le tout en descente à cet endroit-là. Sur la quatrième image, les pneus sont donc à 100 degrés, faut le savoir à ce moment-là. Et il accroche de l'herbe sur les pneus. L'adhérence est ultra précaire. Le gazon, ça glisse beaucoup. Les joueurs de foot le savent très très bien. Et puis il passe... je vais y arriver. Dans ces conditions, en fait, c'est très facile de perdre le contrôle de sa voiture. Donc c'est très compliqué et beaucoup aurait pu perdre le contrôle et se retrouver déjà en tête à queue à cet endroit-là. Ouais. Sur la cinquième image, pour ressortir, il passe sur le vibreur, le fond plat tape, redéséquilibre la voiture. Sur la sixième image, donc correction de la part de Vettel, le volant est tourné à droite pour éviter que l'arrière parte complètement et qu'il fasse donc un tête à queue. Sur la septième image, pour attraper cette glisse et éviter le mur, il met donc un coup de volant à gauche, évidemment, avec pas mal d'angles tout de même. On voit effectivement que le volant est quand même très tourné pour éviter d'aller tout droit dans le DHL, le sponsor, le commanditaire du Grand Prix du Canada. Sur la huitième image, l'instant d'après, et enfin, il a enfin le volant tout droit, justement. Donc à ce moment-là, l'équilibre de la voiture est a priori restauré. Il commence à jeter un œil dans son rétroviseur. Vous voyez que le casque est légèrement tourné à droite. À ce moment précis, sur la 9e image, Lewis Hamilton arrive à hauteur du sidepods de la voiture de Sébastien Vettel et donc se retrouve entre guillemets un petit peu dans l'angle mort. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Quand Vettel regarde le rétroviseur, il voit peut-être plutôt l'arrière de la voiture de Lewis Hamilton et pas le devant. Et puis sur la 10e et dernière image, on le voit ici, Hamilton n'avait effectivement aucun autre choix que de prendre la trajectoire, je vais y arriver, la trajectoire de course et se retrouver à droite de Sébastien Vettel. Il faut savoir que là, tout ce qu'on vient de dire, ça se passe en quelques secondes. Et le fait, au moment où il ressort de l'herbe et qu'il prend le vibreur, ça se passe en moins de 2 secondes, on va dire. Donc, il faut énormément de réflexes à ce moment-là de la course. Ça se passe vraiment très très rapidement et beaucoup d'autres pilotes moins expérimentés avec des voitures peut-être aussi pas moins puissantes mais moins performantes auraient pu très bien envoyer 2 voitures au tas. Et il faut aussi comprendre que Sébastien Vettel a aussi fait en sorte d'éviter l'accrochage entre Hamilton et lui pour le bien de la course parce que ça aurait pu bien plus mal se terminer. Voilà le résumé factuel en tout cas de cet incident du 48e tour. On va d'ailleurs en débattre. Alors Sébastien Vettel, victime ou coupable? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Et 2 citations de champions du monde, les amis, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cet incident de course, victime ou coupable. Jenson Button, à son avis, c'est un incident de course entre 2 champions du monde géniaux. Les commissaires nous ont privés de ce combat. Quel dommage. Un autre champion du monde s'est exprimé à cet égard sur son vlog. C'est bien sûr Nico Rosberg. La règle dit que quand on quitte la piste, on doit la rejoindre avec sécurité. C'est la règle. La pénalité est méritée dans ce cas. Alors les amis, c'est un petit peu un débat. Oui, c'est un vlogueur. L'absence de respect. Vlogueur et champion du monde. C'est un champion du monde, mais c'est un vlogueur aujourd'hui, c'est son métier. Les amis, ça va être un peu un débat entre
ceux qui appliquent le règlement à la lettre et ceux qui vont défendre bien sûr l'esprit de la règle. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes du côté Jenson Button, du côté Nico Rosberg? Bref, Vettel, victime ou coupable? Victime et coupable. Parce que. Ah bah ça se mouille aujourd'hui. Non, c'est qu'il faut- non, en fait, il y a deux Vas-y, choses. vas-y, plein fer. Hein. Vas-y, plein fer. Ah, j'ai un peu peur, ouais. On sait pas, peut-être qu'on va se faire inviter par Ferrari, on n'en sait rien. Non, coupable parce que, mine de rien, la sortie de piste, il l'a fait lui, donc l'erreur de pilotage, elle est présente. Après, donc c'est juste pour ça, pour moi, qu'il est coupable. Après, victime sur ce qui se passe derrière, totalement. Il est victime de ce que sa voiture lui fait subir. Je ne comprends pas comment un commissaire de piste et même un pilote, un ancien pilote, Emmanuel Epiro, bon, c'est 40 départs en F1 non plus, hein, c'est pas Ayrton Senna. Multiple vainqueur des 24 heures du Mans, faut le Oui, rappeler, mais oui, bon. bah, il a pas dû sortir beaucoup dans Hülkenberg l'herbe. aussi a gagné le Mans, mais Il a pas dû sortir beaucoup dans l'herbe. Merde, tu sors dans l'herbe, tu perds 40 degrés sur tes pneus, l'herbe c'est humide, l'herbe c'est gras, tu sors, accroche sur le pneu. voilà, je veux dire, tu ressors, c'est miraculeux sur un circuit en ville, ils la mettent pas dans le mur, c'est miraculeux. Donc, tu l'as bien dit dans le décryptage, quand tu vois les corrections qu'il fait sur son volant et la manière dont il revient en piste, il revient pas pour bloquer Hamilton. Ah, ouais. Si Hamilton est à gauche et passe Vettel, bon, c'est difficile, hein, c'est compliqué de faire ça. Mais s'il fait ça, jamais Vettel est pénalisé. Là, j'ai l'impression de voir une décision comme si, en fait, au permis de conduire, tu sais, quand on te dit il faut pas que tu fasses ralentir un usager sur la route. La règle est la règle, quoi. Pareil, Ouais, c'est ça. j'ai l'impression de voir ça, quoi. Il a fait ralentir Hamilton. À partir de là, ah bah tu l'as gêné. Comme en qualif. C'est exceptionnel ce qu'a fait Sébastien Vettel d'abord. Alors oui, il est coupable parce que Oui, effectivement c'est sa faute et il en paye les conséquences derrière. Mais comme tu l'as très très bien expliqué, ce qu'il fait derrière, l'exploit qu'il réalise de garder la voiture en un seul morceau déjà, c'est Ouais. fabuleux. C'est Ouais. fabuleux. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, est-ce que parce qu'il y a cet exploit, est-ce que cet exploit est un justificatif solide pour ne pas appliquer le règlement? Et là, effectivement, il y a l'esprit et il y a la règle. Ouais. Moi, je suis plutôt du côté de l'esprit. Malheureusement, les commissaires de course ont appliqué la règle. Je sais qu'on en reparlera un peu plus tard, mais le problème, c'est le manque de cohérence selon les Non, mais à ce moment-là, en fait, là, tu considères, par exemple, que on applique la règle stricto sensu, mais d'habitude, on n'applique pas la règle stricto sensu. C'est-à-dire que quand il se passe ce genre de choses, quand il pleut, par exemple, et qu'un mec coupe une chicane et qu'il reste devant ou qu'il coupe dans l'herbe, on se dit ah bah il pleut, le pauvre, il fait comme il peut pour revenir. C'est pareil, c'est de l'herbe. Ouais. C'est pas du putain de goudron, c'est de l'herbe. Donc à partir de là, on doit prendre en considération le fait qu'il y a une déperdition de performance sur les pneumatiques au moment où il ressort et que, je sais pas, ils ont toutes les caméras du monde, ils doivent bien voir la correction du volant. À partir du moment où c'est pas volontaire, c'est un incident de course. Et Hamilton, il est malin. Hamilton, oui, il est alors, très très malin. moi, Parce franchement, que Pour revenir sur Vettel, Il aime bien se mettre là. Ah bah non, coupable. Moi, je pense que premièrement, effectivement, il fait une erreur. Et aujourd'hui, quand les pilotes sur les circuits modernes font des erreurs, il y a de l'asphalte partout. exactement. Donc, ils sont pas pénalisés sur leur erreur. Et le Pourquoi problème, c'est Norman que, et le problème, c'est que là, il fait une erreur, passe dans l'herbe, perd du temps vis-à-vis de Lewis Hamilton parce qu'il se retrouve à sa hauteur. Il se pénalise lui-même, il salit ses pneus, ça met plusieurs virages, on va dire, pour l'herbe, ça va encore, mais ça met plusieurs virages à se nettoyer pour retrouver la pleine performance de sa voiture. Donc je pense qu'il se pénalise lui-même. Donc au final, je trouve que la sanction n'est pas totalement justifiée du fait qu'on le pénalise de s'être lui-même pénalisé quelque part. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Maintenant, effectivement, le retour en piste, il fait comme il peut. Les retours en piste, c'est toujours plus ou moins dangereux. Et même si on essaie de le faire de manière safe, entre guillemets, il y a toujours un risque quoi qu'il arrive, hein. On est avec des voitures qui font 1000 chevaux, qui vont à des vitesses incroyables, il y a des murs, machin, donc on peut se faire mal, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu plus du côté de Jenson Button et de plein d'autres champions du monde qui ont dit Oui, ouais, Mansell, notamment, Mansell, Mario Weber. Andretti, etc. Et je comprends pas il est pas Rosberg qui dit ça. Attends, parce Moi, que je comprends c'est pas. pas la pire déclaration de Rosberg. J'en ai noté une, vous allez voir, c'est hallucinant. Il a tellement confiance, et en parlant de Vettel, hein, il a tellement confiance en lui, pense qu'il a toujours raison et veut toujours rejeter la faute sur les autres, et donc perd sa concentration dans ces moments-là. Moi je comprends pas. C'est le copain de Lewis Hamilton qui parle. Alors, Non, mais là, Alors, non, c'est vrai mais que je c'était bien comprends pote en pas. plus, Son ex, Désolé, quoi. hein. Son ex. Son ex, ouais. après c'est pas parce que Nico Rosberg le dit que Oui. c'est extraordinaire, qu'il a raison quoi. Nico Rosberg, c'est un champion du monde qui s'est barré, on le rappelle.
On va prendre d'autres avis et je vais rebondir. Oui, c'est vrai, t'as raison de le souligner. Il y a du vent aux États-Unis. On le dit pas assez. On le dit pas assez dans les pistonnets. On va prendre juste un autre avis pour parler parce que Hamza, toi, tu évoquais le fait que c'est pas une première, qu'il y a eu des précédents bien sûr, et que la règle n'a pas forcément été appliquée de la même manière. Vous savez, c'est un petit peu comme dans d'autres sports, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation humaine dans chacune de ces prises bien sûr de décision. Regardez ce qu'a déclaré Daniel Ricciardo après justement cette course. Il fait référence notamment à sa bagarre de 2016 à Monaco bien sûr avec Lewis Hamilton. Il a fait une erreur en parlant de Lewis, il m'a poussé contre le mur à ce moment-là. C'était plus serré sans qu'il soit pénalisé, et pour moi, à cette époque-là, c'était une bonne chose. Revoyons les images pour être bien sûr. Il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait. Non, mais c'est vrai qu'il pleuvait, mais voilà. on voit bien Hamilton qui se loupe, excusez-moi, à la chicane, qui revient en piste, qui pousse, on va dire, Ricciardo contre le rail. Et ce jour-là, eh bien, Hamilton n'a pas été pénalisé. On pourrait aussi évoquer le précédent, Adélaïde 94. Ce jour-là, il ne pleuvait pas. Schumacher se rate et referme la porte sur Damon Hill. Alors, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple le plus marquant pour une raison toute simple. Lorsque l'on prend le règlement, c'est unsafe re-entry, donc retour sur la piste de manière pas assez safe. Et surtout, il force un autre pilote à sortir de la piste. Là, il y a le petit muret. Ouais. Donc, au final, à Monaco, tu ne peux pas sortir de la piste. Peut-être que si tu appliques... Là, à cet endroit au Canada... Mais justement, les 4 roues, peut-être que les commissaires de piste considèrent que les 4 roues étant à l'extérieur de la ligne blanche, donc les 4 roues sur le vibreur, considèrent... Maintenant, moi, mon autre question, c'est celle-là. Tout à l'heure, tu parlais de ces fameux circuits avec des pistes en asphalte. Imaginons qu'au Canada, il n'y a pas le mur. Mais tu as une immense... un parking, il n'y a pas de pénalité. Et que Lewis Hamilton, par exemple, allez, pourquoi pas, il va tenter le dépassement, il passe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? On pénalise Vettel Hamilton, on pénalise que Vettel, on pénalise ni l'un ni l'autre. Moi je pense qu'Hamilton, en fait, il a été parce qu'Hamilton n'est pas passé. Mais après, Hamilton il connaît le règlement. Il se met à droite. Ah bah je peux pas passer, dis donc. Exactement. Ouais, mais il a pas. Alors, il a plus pour Hamilton, moi je l'ai dit sur Twitter et je m'en excuse parce que je pensais qu'il aurait pu anticiper entre guillemets le fait que Vettel revienne fort sur la piste et aller forcément se retrouver plutôt à l'extérieur. Le problème c'est que il pouvait pas croiser. Effectivement, il arrivait trop vite. Quand j'ai revu les images, effectivement, il pouvait pas tourner à gauche et le prendre par l'intérieur entre guillemets. Donc voilà, mais effectivement, moi je suis désolé, mais à ce moment-là, si la limite de la piste, qui sont définies par les lignes blanches aujourd'hui, et ça on est tous d'accord pour ça, si on dit que il est off-track Lewis Hamilton, mais quid de tous les tours qualifs qu'ils ont fait, qui sont off-track à ce moment-là et qu'on a validé? C'est ça que je comprends pas. Soit on applique complètement la règle, soit on l'applique pas. Et Hamilton, en 2018 au Grand Prix d'Allemagne, qui coupe la ligne, et c'est formellement interdit. C'est même pas à sujet d'interprétation ou quoi que ce soit. C'est formellement interdit. Là, Charlie Whiting avait dit ouais, mais il n'y avait pas d'autres voitures, donc finalement, ça n'a pas été dangereux. Oui, mais si la règle c'est de ne pas être dangereux, dites-le, mais dites pas qu'on n'a pas. Et là, on était du côté de l'esprit parce que il y avait une safety car qui venait d'entrer, il y avait la pluie, il y a eu des problèmes au niveau de la radio avec du côté de chez Mercedes. Donc, ok, pourquoi pas, c'est dans l'esprit. Soyons tolérants, il n'y a pas de problème, mais soyons tolérants toujours. Soyons tolérants toujours. Moi, j'ai un autre exemple à vous soumettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incroyable Grand Prix du Japon. Kubica. Exactement, Kubica Massa. 2007. Sur le dernier tour. 2007. Alors, il y avait des trompes d'eau, etc. Ils font n'importe quoi les deux. Les mecs, il y a 18 sorties de piste. Les mecs, j'ai noté le tracé entier du Fuji. J'ai noté le nombre de fois où ces deux pilotes, donc Felipe Massa et Robert Kubica sur le dernier tour, n'ont pas respecté justement cette règle qu'on vient reprocher à Sébastien Vettel. 2 fois pour Massa et 2 fois pour Kubica, sachant que le troisième secteur. Sachant que Felipe Massa va même percuter Robert Kubica à un moment. Ça se donne des coups. À aucun moment on a pénalisé les deux pilotes et on trouve encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui que c'est absolument extraordinaire lorsqu'on revoit les images. C'est exceptionnel ce que nous ont fait les deux pilotes. C'est génial, ouais. Tu regardes ça, c'est une bataille géniale. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'à l'époque tu ne pénalises pas et aujourd'hui tu vas pénaliser? Et peut-être que dans 3 grands prix, parce qu'il y a eu cette polémique, s'il y a un cas de figure similaire avec ces 2 mêmes pilotes ou 2 autres pilotes, on ne va pas pénaliser. C'est ça que je ne comprends pas. Pour moi l'explication elle est simple. Dès qu'il y a un mur, on considère que c'est ultra dangereux. Et Ricciardo à Monaco. Là, on tolère parce qu'il y a de la pluie. On se dit, le pauvre, il n'a pas pu faire autrement. Mais voilà, le problème, c'est toute une notion d'interprétation. Et la majorité des règles en Formule 1 sont faites sur des notions qui sont subjectives. La dangerosité. C'est pas quelque chose qui se calcule, la dangerosité. C'est quelque chose qui se voit avec des yeux d'humain. Parce que la dangerosité, retourner sur la piste, c'est de manière sécurité. Mais non. En termes de dangerosité, entre guillemets, moi je trouve que par exemple ce qu'a fait Daniel Ricciardo,
une défense Ouais, pure mais oui. sur Valtteri Bottas. Mais pour moi, c'est plus Ah non. dangereux. C'est plus dangereux que ce que fait. Oui, non, mais c'est plus dangereux, mais c'est la course, les gars. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, on parle juste de dangerosité, bien sur des sûr. degrés de dangerosité. La dangerosité de cette action On est. de Daniel Ricciardo, pour moi, est plus importante que ce qu'a fait Vettel sur Hamilton. C'est tout ce que je dis. On est d'accord. Évidemment qu'il va On n'est pas pas être sur le pénalisé. Formula One Detective Championship, pénalité championship, machin. On passe plus de temps à dire sanction, pas sanction, machin. Mais les gars, c'est un fait de course, point. Et puis on les laisse se battre à un moment donné. Oui, Là, mais, vraiment, ça me mais saoule. clairement. Et ce qui est très chiant, c'est de se dire que le championnat est influencé en fonction de qui est commissaire. Eh ben ça, Ça, c'est un vrai problème. et justement, on va en parler. On va élargir un petit peu au-delà de ce souci, de cet imbroglio, bien sûr, autour de la sanction contre cette manœuvre de Sébastien Vettel. On va se poser une question à travers d'autres réactions qui nous ont particulièrement marqué. Regardez ce que dit Mark Webber, qui a apparemment pas vu le Grand Prix, mais qui a bien vu, en tout cas, ce qui s'est passé au 48e tour. Garçon qui, comme nous l'a rappelé Pierrot la semaine dernière, très sensible notamment des fesses, comme beaucoup de grands pilotes. Est-ce que ces commissaires ont déjà conduit une F1 ? Question très intéressante que pose bien sûr Mark Webber. C'est une pénalité dingue, impossible de faire autrement à cet endroit. Voilà l'avis de Mark Webber. Écoutez l'avis également d'Alexander Wurz, le président bien sûr du GPDA depuis 2014. Qu'est-ce qui est arrivé à la devise « Laissez-les courir » qui avait été promise notamment en début de saison. C'est vrai. Il faut une approche plus permissive. Et on va faire le lien avec un échange, bien sûr, de verbatim entre Jean Todt, président de la FIA, et Lewis Hamilton au sujet des accords Concorde. Jean Todt qui a dit que les pilotes viennent à Paris discuter, bien sûr, des accords de 2021. Et Lewis Hamilton qui rappelait juste avant, nous n'avons généralement aucune influence sur les changements discutés. Il avait même rajouté que chacune des décisions qui étaient prises au niveau des règlements était contraire, en tout cas, ou était néfaste, on va dire, aux pilotes depuis qu'il est arrivé en Formule 1, c'est-à-dire depuis en 2007. La question que j'ai envie de vous poser, pour élargir et essayer de trouver une solution. Est-ce que le pouvoir ne doit pas être redonné Évidemment. aux pilotes ? Évidemment, les pilotes sont sur la piste. Alors déjà, sur les commissaires de piste, il faut, je pense, avoir le même commissaire de piste sur l'ensemble de la saison et de préférence avoir un ancien pilote de F1 assez expérimenté, un Mark Webber par exemple, ce serait parfait. Le mec 215 Grand Prix. Jenson Button. Oui, enfin, peu importe, il y en a plein. Même Paul Di Resta, les mecs on voit tous les week-ends sur des circuits parce qu'ils sont consultants pour la télé. Tu peux pas en prendre un Avec et Franck le Montagny, mettre. ça serait intéressant. Jacques Villeneuve et Franck Montagny, on rigolerait bien. Alors oui, Non, Franck mais c'est Montagny vrai. et Jacques Non, mais Villeneuve. ça, c'est Non, mais vrai, en vrai, Bien sûr. t'as complètement raison parce que Évidemment. Franck Montagny et Jacques Villeneuve sont des plutôt puristes en vrai et qui sont pour justement la bataille en piste, que ça se donne des coups de roue mais que ce soit pas non plus du stock car. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. C'est Et que on n'aurait plus jamais une virtual safety car. ça c'est très important. c'est beau. Quelle Et utopie. ce qui est intéressant, c'est que les Américains, on a l'impression, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont cette volonté de peut-être pas retrouver l'ancienne Formule 1, mais de faire plaisir aux fans et de rendre la F1 plus populaire. Et en faisant ça, il faut aussi revenir à une F1 où effectivement on a commencé à voir déjà les premières conséquences. On a eu, il y a 2-3 ans, on voyait déjà des pénalités n'importe comment, des drive-through pour tout et n'importe quoi, ce qui est largement moins le cas aujourd'hui. On a l'impression que du côté des Américains, on veut suivre cette voie de rendre la F1 plus populaire et du coup de permettre à avoir une F1 un peu plus rugueuse. Et je pense que ça passe aussi par nommer les bonnes personnes au bon poste. Et en l'occurrence, commissaire de course, un ancien pilote, je trouve que ce serait absolument parfait. Après t'as les Américains, ils contrôlent que la FOM. Oui, La contre FIA, le la business, FIA, c'est la et FIA. Ils n'ont pas la main mise Et sur la réglementation, c'est voilà. le problème. Donc. Et du coup, il y a ce conflit-là, c'est-à-dire que tu veux rendre la F1 plus spectaculaire, tu peux le faire par des affichages sympas, des mecs qui s'envolent dans les airs, dans les tribunes, ouais, ok, mais après, les décisions de course, ça reste toujours les bons vieux Anglais qui les prennent. Moi, je reviendrai et je ferai un parallèle avec l'IndyCar, tout bêtement, parce qu'ils sont passés sur le circuit des Amériques il n'y a pas très longtemps. Et l'avant-dernier virage, l'IndyCar le prenait en prenant toute la zone asphaltée et tout le monde a gueulé « Ah, les limites de la piste ceci, les limites de la piste cela ». Du gravier. Et tous les commentateurs de la NBC pour l'IndyCar et même l'instance, on va dire, de l'IndyCar, c'est on les laisse se battre. C'est des grands garçons, ils savent ce qu'ils font. Donc maintenant, s'il y a crash entre les deux, on l'a vu à l'Indy 500, Graham Rahal, il est allé s'expliquer avec Bourdet. Bon, bah voilà, si là il y a crash, au lieu que ça se fasse par radio interposée, ils descendent de bagnole, ils vont s'expliquer et il n'y a pas de problème. Et après, on se respecte. C'est comme ça qu'il y a du respect entre les pilotes. C'est quand les pilotes se parlent entre eux. Donc là, on est en mode communication. On implique les équipes, la direction de course, les fans, les réseaux sociaux, machin.
Donc oui, les deux, ils se respectent. Mais en vrai, c'est quoi leur vrai niveau de respect entre eux? Et laisser des pilotes courir, ça se passe, vu qu'on fait quelque chose de dangereux, ça se passe sur le respect de l'un envers l'autre. Donc moi, à partir de là, je dis effectivement, il faut les laisser faire. C'est des grands garçons, ils peuvent se faire mal. Il faut accepter qu'ils peuvent se faire mal. Et puis voilà, et on voit ce que ça donne. On se rappelle du Japon 2014, juste Bien où sûr. les pilotes ne voulaient pas recourir et ils savaient pourquoi. Bien Il sûr. pleuvait trop. On se souvient tous ce qui s'est passé, l'accident de Bianchi. Ben voilà, au bout d'un moment, c'est eux qui prennent les risques, les mecs. Bien sûr. Donc, c'est eux qui Absolument. savent vraiment. Et ils savent. et Ils savent. ils- Ils savent qu'on peut se tuer sur un circuit de voiture, que tu conduises une Clio ou que tu conduises une F1, tu peux te tuer. Malheureusement, en Blancpain GT Series, pendant les essais hivernaux, il y a eu un pilote de Blancpain qui est décédé au Paul Ricard, qui est censé être le circuit le plus safe du monde. Donc, Ça, c'est sûr. la course automobile, ça tue, ça peut faire mal. J'ai eu Billy Monger à Pau. Moi, ça m'a glacé le sang de le voir avec ses jambes qui ont été amputées. Faut comprendre que le sport auto, c'est pas le monde des bisounours, c'est que c'est pas le Formula One Penalty Championship. Donc voilà. Pour finir sur un tour de table, je veux quand même qu'on parle, mais de manière très rapide, parce qu'on est super à la bourre, comme d'hab. Ça, c'est à chaque fois que je présente une émission, de toute façon que je fais quelque chose, on est toujours à la bourre. Ce qui s'est passé après la course, le show Vettel, les déclarations de Lewis Hamilton. On ne peut que se féliciter, que applaudir. Il y a C'est juste de la certaines personnes qui ont Mike. critiqué tout ça. Tout ce... Non, Alors Mike, effectivement, je comprends les gens qui critiquent. T'as l'impression que c'est un enfant pourri gâté, quoi. On se rappelle aussi de ses déclarations à l'issue du Grand Prix du génial. Mexique, où il avait insulté la direction de course il y a 2 ans, je crois. Tu vois, ça n'a pas dû jouer pour lui dimanche. Moi, je préfère voir un Sébastien Vettel comme ça. Il s'amuse, enfin, il s'en amuse. Il était énervé, mais il joue avec l'image, il joue avec les télés. Et moi, je trouve ça beau au final, et ça rajoute un peu plus de piment. C'est beau. Mais en fait, mine de rien, on s'est un peu emmerdé pendant la première partie du Grand Prix. Le plus intéressant dans ce Grand Prix, c'est le podium. Hein. C'est le tour de décélération, le podium, les déclats de Vettel. Franchement, C'est triste. moi je me suis éclaté à la fin du Grand Prix. Hein. Moi, je trouve ça triste qu'on Ah bah arrive oui. à se Ah dire bah oui. que le show, il se fait au moment du podium, quoi. Mais ça montre quand C'est même ça qui est quoi, dommage. les hommes qu'il faut, on les a. Les hommes pour Non, mais faire bien le show, sûr, on les a, tu vois. Et la réaction de Vettel, elle est super naturelle. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que effectivement, moi je trouve qu'on lui a volé la victoire pour une sanction qui n'est pour moi pas justifiée. Et on doit les laisser courir. Donc oui, il fait ça. Voilà, c'est un pied de nez à la FIA. En tout cas, ça fera taire tous ceux qui appellent la FIA la Ferrari International Assistance. Hein, ça, c'est terminé. Hein. Renommé en C'est terminé. FIA. Déjà, t'as vu Jean Todt dans le garage Mercedes ce week-end, plus. Ah non, il venait pour les cafés, pas pareil. Juste un mot très rapide. On n'en a pas parlé, mais aussi dire, parce que moi, j'étais attristé des sifflets contre Lewis Hamilton. Complètement. Hamilton Ouais. n'est absolument Est-ce que c'est pas vraiment contre responsable. Hamilton ou Moi, plus je pense. contre Oui, mais au la final, FIA? c'est Hamilton qui est sifflé. C'est évidemment. Moi, je pense que c'est pas contre lui de la même manière. Ouais. Lorsque Vettel se faisait siffler lorsqu'il était chez Red Bull, je crois que c'était fin 2013 parce qu'il gagnait toutes les courses, Ouais. c'était pas contre Vettel. Non, ouais. Mais L'absence de spectacle. tu peux de toute façon, peut-être, tu peux peut-être exactement. Toi, tu le prends pour toi. Tu peux peut-être exprimer ça d'une autre manière. Il était classe, Lewis Hamilton, il avait peut-être pas le choix à l'issue de. Non, mais de je pense que c'est un Grand bon Prix. garçon de quoi qu'il arrive. Donc il a Dans la toujours eu com, du en respect. tout de cas. la Ouais, classe. oui, c'est un bon coup de Tu com vois. parce que 25 tours avant, c'est lui qui appelle et qui dit dites à la FIA ce que Vettel vient de faire. Bah, c'est normal. Donc, Vettel aurait fait la mais même c'est chose ça, et tout le monde aurait fait fait pareil. pilote. Oui, Ouais. bien C'est sûr, marrant, mais- il me rappelait en tout cas le Lewis Hamilton de l'an dernier quand Bottas le laisse passer et lui offre la victoire. C'était où? En Russie. C'était en Russie. En oui. Russie, exactement. Tu sais, ce masque, cette com un petit peu de. Oui, non, mais parce que- c'est habile, quoi, on va dire. Ouais, il est très habile sur la com, mais il sait ce qu'il fait et je pense qu'il y a quand même aussi une grande partie de sa personnalité à lui Bien qui est sûr. comme ça. Donc faut pas non plus dire que c'est que de la com. Non, parce que c'est un garçon mais, qui aime le panache. Mais c'est ouais, Franchement, je trouve sympa parce que la cool room. très très cool, hein. Très très froide. La colle, La clim. hein, il Alors a- après, quand tu ouais. te mets à la place Grosse clim, d'Hamilton, qu'est-ce que tu veux dire avec elle? Ouais, non, mais t'as Tu rien vois à dire. T'as rien à dire. Clairement, la victoire lui est enlevée. Bon, c'est un peu dommage. Et puis voilà, moi je m'attendais à ce que justement on investigue cette affaire après la course, qu'on appelle les deux pilotes, qui discutent entre eux, qu'on sache qui s'est passé, pourquoi, et puis que finalement mais ça ait Parce un qu'au final, milieu, ça a tu vois. pris énormément de temps quand même. Hein. Ça a pris une dizaine de tours Ouais, à ouais. venir. D'habitude, Non. c'est bien plus rapide. Et au final, secondes. 10 tours, ça prend quand même, ça influence quand même la fin de la course. Bien Parce sûr. que tu sors la pénalité 7 ou 8 tours avant, peut-être que Vettel aurait pu avec des. Enfin, on ne saura jamais, mais Ouais. je trouve qu'ils ont Bah, fait tu beaucoup peux de chance changer de sur cette stratégie, là, pénalité. tu peux tenter un coup. Là, à 10 tours de la fin, tu peux plus rien tenter, quoi. En tout cas, on aura eu votre avis, vous les pistonnés, et vous chez vous, on attend vos commentaires en bas de la vidéo, sur le Twitter bien sûr, les pistonnés et le Instagram. Romain va bientôt lancer tout ça. Bref, on l'embrasse et vous lui écrivez. Je sais que
à peu près la tendance qu'on a eue autour de ce plateau. C'est vu dans les messages Twitter, en tout cas tout au long de ce week-end. On referme ce débat et on ouvre tout de suite les news. Et dans les news, les amis, on va parler un petit peu mercato. Alors oui, c'est toujours un petit peu prématuré, là, comme ça, à la mi-juin, même pas encore à la mi-juin, d'évoquer le mercato en Formule 1, mais ça va bientôt venir. L'été va être chaud. Et il y a un post, un retweet qui a mis le feu aux poudres véritablement ce week-end. C'est Jos Verstappen, le papa, bien sûr, de Max, qui a retweeté. Vous voyez le petit article. Marco Rowled, Red Bull could lose Verstappen. Désolé pour l'accent, bien sûr, anglais. De Châteauroux. Voilà, exactement. Et la réaction, bien sûr, ça fait beaucoup débattre le fait que le docteur Helmut Marko puisse être bien sûr inquiet d'un éventuel départ de Max Verstappen. Verstappen qui a dit « c'est pas mon père qui pilote, le pilote c'est moi ». Merci. Alors, on sait, il y a eu une énorme rumeur aussi Vettel concernant une retraite anticipée ou le fait qu'il puisse quitter la Formule 1 à l'issue de cette saison. Ouais. Il a démenti, mais après l'épisode de ce week-end et après ce qui s'est passé, on sait qu'il a remis un peu de doute quand même en conférence de presse FIA. Après, chacun son interprétation, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que Max Verstappen peut quitter Red Bull la saison prochaine? Ouais, Pour aller où? Lewis Hamilton, il va pas quitter Mercedes. Bottas n'a pas signé. Non, mais il va pas être coéquipier de. Il va pas être coéquipier d'Hamilton. Ça paraît improbable. Et de Leclerc non plus. Ferrari. Coéquipier d'Hamilton, quelque part, Mercedes a toujours voulu 2 victoires qui puissent mener la lutte, 2 voitures compétitives. Il y a peut-être désormais un numéro 1 et un numéro 2, mais ça Moi, j'en rêve. Une doublette Hamilton-Verstappen, ça fait le fuego, clairement. Oui, Là, on peut faire un championnat de bagnole, il n'y a pas de problème. Ouais, là, du côté de Mercedes, ça peut être l'implosion. Déjà qu'on voyait, on a vu ce qui s'est passé avec Rosberg. J'imagine mal. Déjà, Hamilton accepter Max Verstappen avec toutes les conséquences derrière. Verstappen, pareil, je le vois pas aller chez Ferrari parce que si jamais Vettel c'est hypothétique toujours, mais si Vettel devait quitter la Formule 1 ou se retrouver remercié par Ferrari, je vois pas non plus Verstappen tout de suite aller chez Ferrari. Je vois pas Ferrari en tout cas demander à Verstappen de venir. Finalement, Leclerc et c'est la meilleure Verstappen, ils sont option. pas très potes. Non. En karting, ça se finissait dans le bac à gravier. Donc, Et Verstappen, c'est aussi un poids pour une écurie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand tu l'amènes, faut le gérer, quoi. Tu Il y a sais très bien. papa, il y a la famille. Ouais, bon alors ça, je suis désolé, pareil, j'ai un coup de gueule là-dessus. Faut avoir un peu plus J'en de peux patate. Il y a la famille. j'en peux plus des parents de pilotes, moi. C'est-à-dire que Anthony Hamilton, il me gavait. pauvre Lawrence Stroll. Tu l'as vu chez Letterman, monsieur Hamilton? Hein? Chez l'interview d'Hamilton Oui, chez de Letterman. David Letterman. Non, j'ai pas vu. Il a eu le droit à une standing ovation. Regardez ça, c'est intéressant. Mais il me saoulait Anthony Hamilton quand il était là. Lawrence Stroll, on n'en parle pas. Bon. Joss DeBoss, reste sur Twitter, s'il te plaît. En Et le sport- papa de Felipe Massa, tu l'aimais bien à l'époque? Ah oui. Et le papa de Ah bah Jenson voilà. Button? Oui, mais Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ils auraient besoin Ah bah de voilà. le faire. On applique la règle ou on l'applique pas, monsieur? Hein? Non, Voilà. c'est pire. La règle ou l'esprit? La règle ou l'esprit? La règle ou Non, l'esprit? mais c'est exactement ça, c'est l'esprit. Ces mecs-là, ils n'ont pas l'esprit de gars qui sont là pour leur fils. Ils sont là. Anthony Hamilton, pas là pour son fils? Mais ils sont. Oh là. Mais mec, ils font que. Ça, c'est dingue. Ils font que des déclats. Regarde Ils font que l'interview de des déclats Letterman. en conf de presse. Regarde l'interview Ça de va faire que ça. Ah, mais c'est Lewis Hamilton ne serait pas là sans son C'est père. pas un débat, Ouais. les amis. Non, mais- Verstappen, je pense qu'on commence justement à le vendre un peu en dehors de Red Bull pour préparer la suite, mais il partira pas de Red Bull cette Non, année, non. ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Je pense qu'il va y avoir un petit temps jusqu'à ce qu'il puisse partir de chez. Ils leur négocient un salaire. Puis Pas voilà. de folie dans les transferts donc cet été, à vous entendre. Les accords Concorde, sans doute repoussés, c'est un petit peu ce qui se murmure et c'est la deuxième news dont on va parler. Les accords Concorde, expliquez-nous déjà un petit peu de quoi il s'agit. On vous a montré tout à l'heure cette déclaration. Les patrons d'écurie vont être invités, bien sûr, place de la Concorde, au siège de la FIA pour évoquer, négocier surtout quelles seront les avancées technologiques à partir de 2021. C'est quoi, c'est un quinquennat les accords Concorde ou Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est grosso modo, non, on 6 définit des accords entre les écuries, la FIA et la Formula One Management. Ça sert justement à éviter que du jour au lendemain, tu aies Ferrari, Red Bull et Mercedes qui s'en vont et puis qui laissent le plateau complètement en train de crever. Donc ça sert, on va dire, principalement d'un point de vue business, marketing, grosso modo. Et puis c'est aussi pour définir surtout les règles, la réglementation pour les années à
à venir pour éviter justement que des constructeurs partent ou que pour essayer aussi de faire venir d'autres constructeurs. La grande nouveauté, entre guillemets, il y a encore quelques années même, c'était de refaire un nouveau moteur pour 2021. Encore plus hybride, encore plus électrique. Ouais, c'est ce qui alors se dit non, un petit peu. c'était plus simplifier le moteur parce que devenu trop complexe et qui empêchait justement Porsche par exemple de venir, qui ont d'ailleurs tenté de faire un moteur pour la Formule 1 et qui ont fait laissez tomber les gars, c'est mort. Et en fait, ils voulaient simplifier ce moteur-là, sauf que le moteur V6 hybride qui a été demandé par la FIA pour 2014 a coûté plus d'1 milliard de développement par constructeurs, donc pour Ferrari, pour Mercedes et pour Renault, donc c'est énorme. Pour Honda, ça doit être pas loin de la même chose. Et du coup, effectivement, ça sert un petit peu à ça, les accords Concorde. Et désormais, ils se sont un peu retournés pour dire ça va être plus sur de la réglementation aérodynamique que sur de la réglementation moteur. Et financière là aussi. Financière aussi, absolument. Pour que la F1 coûte un petit peu moins d'argent, c'est ça que c'est un grand paradoxe de la F1. Nous, quand on était petits, quand on regardait la Formule 1, tu pouvais casser 3 moteurs dans le week-end, ça coûtait moins cher que les trois moteurs qui te sont imposés à l'année. Le fait que ce soit repoussé, est-ce qu'on peut être inquiet ou est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y aura pas de révolution réglementaire? Pas inquiet. Par contre, moi, je me pose des questions. Le fait de repousser à chaque fois ces réglementations, est-ce que finalement ça ne va pas favoriser, avantager pour la prochaine période les Mercedes, les Ferrari, les équipes à gros budget, parce qu'elles auront forcément un rythme de développement plus rapide. Donc je suis pas sûr que la hiérarchie soit bouleversée à force de repousser la deadline. Je trouve que c'est inquiétant parce que il y a vraiment une divergence d'intérêts entre les financiers et les sportifs. Et quand tu vois qu'aujourd'hui on passe plus de temps à décider du pourcentage de combien doit revenir à l'écurie historique qu'est Ferrari, combien doit revenir à ceux qui marquent le plus de points depuis 10 ans, que à se dire merde, comment rendre ces bagnoles attractives, comment rendre ces bagnoles rapides. Et Hamilton disait que aujourd'hui piloter une F1, beaucoup l'ont dit, mais que c'est trop facile. Pourquoi on se dit pas qu'on va faire une voiture qui est impilotable après 36-37 ans, parce que c'est physique. Pourquoi on se dit pas que les pilotes doivent perdre 4 kilos par course, pas qu'à Singapour, que ce soit partout quoi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Singapour c'est comme ça? Parce qu'il y a des murs. Non, il y a des murs, il y a aussi un climat, mon pote. Oui, il fait non, mais on parlera du Grand Prix de Singapour. Quand on sera à Singapour tous les 4, on en parlera. Avant de partir à Singapour, j'aimerais qu'on fasse un petit tour quand même au Mans, bien sûr. Les 24 heures du Mans, ça commence dans 3 jours. Ça commence même aujourd'hui avec bien sûr les premières qualifs. Les 24 heures du Mans. Il y aura un grand favori en LMP1, le seul favori, on peut dire, le seul constructeur. Ah bon, on peut faire les promos là sur ça ou pas? Il y a peut-être Rébellion Oreca, c'est ça Très très belle, punchy en termes de visuel, mais en termes de perfo, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ford qui s'est retiré du côté des GT. La pluie annoncée aussi du côté du Mans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tiens, tour de table sur ces 24 heures du Mans. Moi le vrai intérêt l'enthousiasme. Non, j'ai pas d'enthousiasme parce qu'on sait qu'il va gagner en LMP1 clairement. Quel équipage? C'est vrai que je sais pas. Non mais avec la pluie ça peut peut-être... Oui bien sûr, mais le problème de l'endurance c'est que c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens qui la vivent plus que pour les gens qui la regardent. Et là, si tu as une vraie bataille de 2 écuries, c'est très intéressant. Là on sait que non. Moi je vais regarder parce que j'ai mon copain Nathanaël Berton qui va rouler là-bas, donc je serais content et voilà. Mais sinon, heureusement qu'il est là parce que sinon j'aurais pas regardé. Après, il y a un truc nouveau cette année. Il y a une écurie 100% féminine, je crois, en LMGTE. Et ça va être intéressant parce que la F1 est un sport mixte. Ne l'oubliez pas. Le sport auto en règle générale. Le sport auto est un sport mixte. Tout le monde croit que c'est un sport réservé aux hommes, alors que pas du tout. Et qu'on voir 3 pilotes féminines dans une course telle que les 24 heures du Mans, ensemble défendre les couleurs d'une écurie, je trouve ça très beau et ça va être inspirant pour d'autres jeunes femmes qui adorent piloter. Quid de la réglementation après 2020, je crois, pour 2020, parce qu'ils sont un petit peu dans le caca, nos amis de la CO, parce que effectivement, ils voulaient faire une réglementation pour favoriser la venue d'hypercars, remplacer le LMP1 par des hypercars un peu faites, parce qu'on sait que beaucoup de constructeurs aujourd'hui ont des hypercars, Mercedes, Ferrari, etc., Porsche notamment, et ça n'a pas du tout intéressé les constructeurs. Donc c'est un petit peu ils sont un petit peu dans l'embarras, on va dire, nos amis du Mans.
Et on parle peut-être de faire une catégorie GTE+, donc prendre des voitures de grand tourisme et encore une fois les pimper encore plus pour avoir des voitures assez intéressantes et puissantes. La seule chose, moi, qui me fait un peu peur, en fait, c'est comment dire, le pourquoi du comment les 24 heures du Mans existent. Les 24 heures du Mans existent pour la fiabilité, pour mettre à l'épreuve la fiabilité des voitures. Aujourd'hui, la fiabilité des voitures, on la maîtrise et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de faire les 24 heures du Mans avec un certain montant de carburant. Là, il y aurait peut-être un peu plus d'enjeux et d'impact sociétal, on va dire, que la fiabilité qui intéressait beaucoup dans les débuts des années 1900, on va dire, et qui aujourd'hui, malheureusement, Et puis ça collerait mieux avec les enjeux environnementaux. Ça. On sait que la France est un pays très très anti-sport auto en termes. On en parlera la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Parce que moi je parle pas au Moi, futur. j'ai la DeLorean là qui est garée en bas de mon message. T'inquiète pas. Ah, c'était toi à Bahreïn avec Vettel là. Je sais plus ce que je disais. Non, je sais plus. Allez, C'est pas grave. Hamza il regardera forcément parce qu'il y aura Fernando Alonso. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer pour Fernando Il va se Alonso qualifier, tu penses? après les 24 heures du Mans. Les amis, fin des news, le quiz tout de suite. Les amis, la semaine dernière, il y a un truc qui a super bien marché, c'est ces fameuses énumérations, ça est tour de table, chacun qui sort un nom à chaque fois, et puis celui qui sort le mauvais nom est éliminé jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Moi, j'adore les perdants magnifiques. J'ai toujours été un amoureux de Poulidor. Et il se trouve que dans l'histoire de la Formule 1, il y a 18 pilotes à avoir été au moins une fois vice-champion du monde sans jamais avoir touché le Saint Graal. Donc, on va commencer là-dessus. Toujours pas de stylo? Je veux bien le tien parce que j'ai pas le mien. Donne-moi ça. Et tiens, Mais passe-moi j'en ai pas. celui-là aussi, c'est Ah, la super. Alors, il y en a. Au moins une fois réfléchissez. vice-champion, c'est ça? Voilà, réfléchissez. Le tenant du titre peut commencer. Le tenant du titre peut commencer. Felipe Massa. Merde. Felipe Massa, 2008. Mais je me sens mal. Il n'y là. en a pas beaucoup, je pense. Il y en a 18. Dizaine. Après, Pensez bien qu'il y en a pas mal dans l'ère moderne. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, c'est bon, ça lui est arrivé 2 fois, en 2002 et 2004. Sterling Moss. Sterling Moss, c'est le recordman, 55, 56, 57, 58. Le plus grand perdant, le plus grand loser, on peut le dire, de la Formule 1. Le loser magnifique. Paumé de chez Je peux vous donner quelques... Non, non, tu donnes rien. Ah non, je vous donne rien. Réfléchissez un petit peu. Fin des années Parce que moi, je 90. les ai, moi, dans la tête. David Coulthard. Il l'a, 2001. C'est lui que je voulais dire. David Coulthard. La pression est sur Brice, on rappelle. Ah, mais Aïe, aïe, c'est aïe. super Regardez, dur. on va la faire monter un peu la pression. Pas un quiz remporté cette saison. Bah là, mais en plus là c'est. Non mais réfléchis bien, concentre-toi. Pas pense- d'indice. 0 indice. Hein 0 indice. Pas d'indice. non. Tic tac, tic tac, tic Super tac. sympa Et toi. alors, juste un indice pour vous tous, il y en a énormément chez Ferrari. Ah, Il comme y en par a hasard. énormément chez Ferrari. Mark Webber. Aïe. Ah mais non, je l'ai pas. Qu'il soit Tu mets le doute parce que je crois qu'il est pas vice-champion. Enfin, Il a parce que pas il- été il- vice-champion, je crois il est pas. pas Ouais. vice-champion. En Bon, en tout 2000 cas, pas dans mes stats. En 2013, il est pas vice-champion. Je pense pas. Non, je crois pas. Je pense En tout pas. cas, je l'ai pas. Il me semble pas. Je mets un point d'interrogation. Soit je te mets le... On peut vérifier, on a 2 secondes ou pas? Non, je crois pas. Vas-y, vérifie. Moi, je l'ai pas. Hein. Non, moi, je l'ai pas. Allez, c'est bon. Personnellement, je l'ai pas. La lumière, c'est Allez, hop, Quand terminé. t'en as un deuxième, je t'offre un bonus. Ah, c'est bon, Parce que j'ai un doute, mais je suis sûr que non. Mais non, 2013, c'est Alonso. tout ça. Non, 2013, c'est pas lui. Il fait jamais vice-champion. Non, il est Non, jamais il est vice-champion jamais du monde. vice-champion. Dehors. Oh, la violence. Allez, terminé. Et Terminé. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, 79, bravo. Pilote Ferrari. Moi, je vais remporter cette victoire, je la sens bien. Pironi. Oui, Ah, bien joué, Didier Pironi, punaise. 82. Putain, vous êtes fort en Mais la histoire. pression. Moi, je suis Alors, là. je vous rappelle que 2 choses. Hein. Fin des années 90, pensez aussi à l'émission Loda. Ça fait 2 fois quand même que tu lui donnes un indice sur Non, un non, mais quiz je alors l'ai donné à qu'il a toi la main. aussi. C'est pour vous deux. Là, c'est Aussi, toi qui as la main. je suis voir. C'est toi qui as la main. 1990, Je l'ai. sur de l'Oda, de quoi il Euh, parle? Oh là 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 là. Attends, je vais aider Hamza, tu Qui m'énerves. n'a jamais été champion du monde, Je vais aider Hamza. qui a été vice. Ah, tu vas me porter la poisse. Réfléchissez en termes d'années, les gars. Je pense que c'est plus simple comme ça. Putain. Non, parce que- Le chrono tourne. Aïe 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 aïe. Ah, j'en ai un. Non 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 non. C'est à qui là ça va. d'ailleurs? C'est à moi, c'est à moi. C'est à lui. Là, je vais être obligé de lancer un décompte. Ah, ouais. Dans 3 secondes, je te lance un décompte. 5, Tic Euh, tac, quatre, tic tac, tic t'en as un tac. 3, Tac, j'en ai un. 2. François Sever, j'en sais rien. Non. Je pense pas. Rothman.
Il l'a. Ah, Mochico, Et c'est lui le patron. Vamos. Vous en avez oublié, les amis. frérot. Bien sûr, Eddie Irvine. Non, c'était ce que je voulais dire après. Eddie Irvine. Non. Alors, le plus dur à McLaren. trouver, c'était Heinz Harald Frentzen parce que il avait profité du fait que Schumacher était, on va dire, disqualifié. Oui, suite à mais en manœuvre. plus, j'ai fait une vidéo dessus. Carlos Reutemann, Ronnie Peterson, qu'est-ce qu'on avait? Bruce McLaren, je ne sais pas si vous avez vu le Mais film bien qui sûr a été que oui, fait en bien sûr que Australie. oui, mais Très intéressant. Et Claire Regazzoni, Niki Loda, les amis, Reutemann, Regazzoni. Après, je vous le conseille, Michele Alboreto, Ricardo Patrese, Ah, aussi c'est dur. 92. C'était un peu plus compliqué. Le plus dur était Wolfgang Van Trips. À défaut de le cheval cabré ne brille pas sur la D'ailleurs, à attends, défaut. Oh, J'ai un celle-là. truc Moi, pour je le toi. fais vibrer. J'ai un truc pour toi parce que tu pars ce soir au Brésil. Tu pars ce soir au Brésil et n'hésite pas à partir sur la plage de Rio de Janeiro Merci beaucoup. avec cette belle ceinture. Bravo Moi, Hamza. je prends la casquette Red Bull, Qui la part du lenteur. coup avec son titre. Merci les amis, bravo les pistonnés. Ils étaient avec nous bien sûr pour cette belle émission. Rendez-vous spécial la semaine prochaine, on va évoquer le Grand Prix de France, ça sera un hors-série bien sûr, avec un invité de marque, un invité spécial, il fait partie de l'organisation du Grand Prix de France. Le Grand Prix de France c'est dans 10 jours, un petit peu plus, et on se retrouvera donc mercredi prochain pour parler historique, pour débattre sur ce Grand Prix de France, et pour évoquer aussi les petites nouveautés. De quoi oublier peut-être ce qui avait été les grandes difficultés qu'on avait connues notamment l'année dernière en termes d'organisation. Bonne journée à tous les amis, n'oubliez pas de commenter cette émission, de liker, de mettre un j'aime bien sûr sur First Team Sport. C'est une longue émission aujourd'hui, c'est un grand bonheur d'être avec vous. Merci les gars, bonnes vacances Hamza. Merci, profite de mon absence pour gagner des quiz. Défoncé. Il faut la régie. Défoncé. Salut, Salut. salut. Défoncé. Il faut la régie. Défoncé.